J'espère que tout le monde peut m'entendre. OK, super. Bienvenue à ce webinaire pour l'initiative Jeunes Paix et Sécurité du Fonds de consolidation de la paix. Merci Ilva pour organiser cet atelier avec les différents partenaires. Nous avons ici aujourd'hui, en plus de moi et Ilva, que travaillons au Fonds de consolidation de la paix, aussi des collègues du PNUD, Pauline, et aussi un collègue du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Daria. Bonjour Pauline, bonjour Daria, et merci Ilva pour organiser cet atelier. Nous allons avoir plus ou moins 1 heure et 15 minutes ensemble. On va commencer avec une présentation un peu générale des éléments clés de l'appel de cette année. On va rentrer un peu plus dans les détails avec Pauline et Daria de thématiques spécifiques pour l'appel 2023. Et normalement, nous allons avoir 20 minutes pour des questions et un peu d'interaction avec vous. Donc, vous pouvez noter vos questions et pour la fin de l'atelier. Pour information, la présentation sera partagée avec tous ceux qui se sont enregistrés pour cet atelier. Donc, pas besoin de prendre des notes ponctuelles et très détaillées. Les éléments qui sont dans la présentation vous seront partagés. Je pense que nous sommes prêts et nous allons donc commencer avec les premiers éléments et les bouts d'ensemble, voilà, merci Ilva, de l'initiative de promotion de la jeunesse. Je demanderai après à Pauline et Daria aussi de vous présenter quand le moment arrive. OK, merci beaucoup. Euh, nous allons, comme je disais, regarder surtout ce qui sont les éléments clés de l'appel de cette année. Depuis 2016, les fonds de consolidation de la paix lancent chaque année un appel spécifique pour la promotion de l'agenda Jeunes, paix et sécurité, donc qui est à soutien de la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies. Et entre 2016 et 2022, nous avons investi 128 millions dans 97 projets dans plus de 30 pays dans le monde, avec une augmentation spécifique en 2022. Prochaine. Quels sont les critères d'éligibilité? Donc, ça, c'est très important. Est-ce que votre organisation est en fait éligible ou vos partenaires sont éligibles pour accéder directement à ces fonds? Il y a toute une série détaillée, une liste détaillée de critères d'évaluation qui sont disponibles dans notre site web. Et vous pouvez donc prendre connaissance de toute la liste des différents critères et prendre contact soit avec nous, soit avec nos collègues au niveau de chaque pays éligible qui peuvent aussi vous orienter et vous fournir un peu plus d'informations. Et nous allons rentrer sur ça un peu plus dans les détails dans un petit moment. Nous allons accepter 3 types de propositions. Il y a des propositions conjointes entre agences des Nations Unies, donc Agence des Nations Unies 1 et Agence des Nations Unies 2. Nous acceptons aussi des propositions conjointes avec des organisations de la société civile et les agences des Nations Unies. Et enfin, nous acceptons aussi des propositions qui viennent des organisations de la société civile directement. Dans ces cas, il s'agit seulement d'une organisation de la société civile qui peut postuler. Chaque initiative doit respecter les critères de notre marqueur genre. Donc, je vais juste faire un petit sommaire. Chaque initiative doit au minimum allouer un 30% des fonds pour la promotion de l'agenda aussi Femmes, Paix et Sécurité. Les calendriers, la première date qui vous intéresse est le 9 juin, donc d'ici un mois. C'est le 9 juin la date de soumission des notes conceptuelles via notre site web pour les organisations de la société civile et les agences des Nations Unies. Merci, Ilva.
qui peut donc, comme on venait de dire, poser la candidature. Directement les agences du système des Nations unies. Nous allons accepter un maximum de 2 propositions pour l'initiative Jeunes, Paix et Sécurité de la part du système des Nations unies pour chaque pays éligible. Nous acceptons aussi des propositions conjointes qui rentrent toujours dans ce maximum de 2 initiatives par pays et finalement les propositions conjointes aux organisations de la société civile. La prochaine. Pour ce qui concerne les organisations de la société civile, nous avons des limites, pour ce qui concerne les budgets qui peut être alloué, qui est compris entre 300 000 et 2 millions de dollars par initiative. Comme, je disais, nous acceptons un maximum d'une, organisation de la société civile comme bénéficiaire direct, des fonds. Et cette organisation doit respecter toute une série de critères d'éligibilité que nous allons regarder dans la prochaine slide. Les notes conceptuelles peuvent être soumises directement par votre organisation dans le site web. Donc, vous n'avez pas nécessairement le besoin d'interagir avec le système des Nations unies dans les pays, mais bien évidemment, vous êtes bienvenus à prendre contact avec nos collègues dans les différents bureaux de coordinateurs résidents ou des représentants spéciaux de secrétaire général dans les pays dans lesquels vous entendez postuler. Pour avoir des orientations, mais surtout au cas où votre note conceptuelle est acceptée, une lettre, une approbation à leur niveau, au niveau du système des Nations unies, sera nécessaire pour passer à la table de PRODOC, de document de projet. Donc voilà, on vous recommande, disons, de prendre contact avec les différents secrétariats du Fonds de consolidation de la paix. Si vous n'avez pas les contacts, prenez attache avec nous, on peut vous mettre en contact. Sinon, vous pouvez déjà directement les contacter après ces webinaires. Prochaine. Super. Quels sont donc les critères un peu plus en détail pour les organisations de la société civile? Bien évidemment, il faut que l'organisation soit formellement enregistrée dans les pays. Donc, l'organisation nécessite d'avoir l'autorisation à exercer ses initiatives, ses activités dans les pays. C'est un les premiers critères d'éligibilité. Les deuxièmes critères d'éligibilité, c'est d'avoir une micro-évaluation qui est faite par un bureau d'audit externe contractualisé par les systèmes des Nations unies dans votre pays. Et cette micro-évaluation doit obtenir un résultat de risque faible pour votre organisation. Cette microévaluation s'est faite sur la base de vraiment plusieurs différents critères administratifs, programmatiques, financiers. Il y a un lien dans notre présentation qui peut vous donner une idée du questionnaire que les auditeurs vont utiliser dans leur évaluation. Peut-être vous avez déjà ce type d'évaluation, ça s'appelle la microévaluation ACT. Ça signifie que vous pouvez en fait déjà directement postuler si les autres critères sont aussi évaluation ne doit pas dater plus au-delà du janvier 2022. Enfin aussi une référence, soit d'un partenaire des Nations unies ou d'un autre bailleur, sera aussi nécessaire dans les paquets de votre soumission pour attester une gestion financière et programmatique qui est satisfaisante dans les trois dernières années. Et finalement, au cours de la deuxième étape, donc si votre note conceptuelle est acceptée, avant de la soumission d'un document de projet,
vous devrez aussi être examiné pour ce qui concerne la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Merci, Ilva. La prochaine. Ça, c'est juste pour expliquer, comme on disait, aujourd'hui, nous parlons de l'initiative Jeunesse, Paix et Sécurité. Mais en tout cas, nous demandons que les aspects genre soient intégrés dans vos initiatives, dans vos activités. Et donc, nous avons une note d'orientation sur les marqueurs genre qui explique un peu les critères minimums pour dire que votre initiative a un marqueur genre 2 et un marqueur genre 3. Un marqueur genre 2, ça signifie que la promotion de l'égalité entre les sexes est un objectif important. Ce n'est pas l'objectif principal de votre initiative, mais c'est quand même un objectif important. Et il y a une forte intégration de la dimension genre. Quand vous allez regarder la note d'orientation, ça va vous donner des questions pour faire une petite auto-évaluation. Est-ce que mon analyse des conflits intègre une analyse des aspects genre? Est-ce que mon analyse des parties prenantes au conflit intègre une analyse des dynamiques entre les différents genres? Est-ce que mes activités prévoient aussi des actions spécifiques, etc., etc. Donc, il y a toute une série de questions que vous pouvez regarder pour vous guider. De l'autre côté, le marqueur genre 3 signifie que voilà, la promotion de l'égalité des sexes est l'objectif principal. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. OK. Nous avons quelques enseignements qui nous avons tirés un peu des anciennes initiatives dans les années passées, et on peut aussi continuer cette discussion après. Surtout, ce qui est important, c'est dans votre initiative, toujours assurer qu'il y ait un lien avec la consolidation de la paix dans les pays. Les propositions qui sont retenues ont vraiment bien réussi à articuler clairement les liens entre l'activité, l'initiative qu'ils proposent et les résultats, l'impact au niveau de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de promotion de la cohésion sociale. Bien évidemment aussi, le fait de mettre au centre de votre initiative les questions de genre et de jeunesse, et finalement l'aspect innovation. C'est ça qui rend un peu l'appel spécifique. C'est vraiment notre focus sur l'innovation. C'est l'opportunité pour vous de tester des activités, des initiatives qui vous n'avez pas encore eu l'opportunité de tester dans ces pays ou bien qui vous avez déjà testé dans d'autres pays et qui ont bien donné de bons résultats et vous voulez peut-être les élargir dans des contextes différents. C'est un des aspects vraiment que sur lesquels nous allons se focaliser dans l'analyse des notes conceptuelles. Nous pouvons passer à la prochaine. OK, donc maintenant, je vais passer la parole à Pauline. Merci Pauline, qui va vous donner un peu un aperçu de quoi il s'agit quand on parle d'une programmation sensible à l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et après, pourra aussi vous présenter un peu la thématique 1, qui est la participation politique de la jeunesse. Merci Pauline. Merci Sarah et bonjour à tous et toutes. Donc je me présente, je m'appelle Pauline, je travaille au bureau régional du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement en Afrique, basé à Addis Abeba en Éthiopie, et je suis spécialiste des questions de jeunesse. Et donc je vais vous parler brièvement de l'aspect relatif à l'agenda jeunesse, paix et sécurité, qui est une dimension essentielle dans le développement de vos projets et vos propositions. Alors, quand on parle de programmation sensible à l'agenda, donc plus communément appelé l'agenda YPS ou JPS, Jeunes, Paix et Sécurité, on parle en fait de 3 dimensions qui sont interconnectées.
La première, c'est l'importance de développer une proposition qui va être sensible aux jeunes, c'est-à-dire que les réalités, les besoins, les aspirations des jeunes hommes et jeunes femmes, jeunes ruraux, jeunes urbains, donc jeunes dans leur diversité, sont identifiés et sont pris en compte tout au long du cycle du projet. Mais ça ne suffit pas. Il est important aussi de faire en sorte que vos propositions de projet soient inclusives des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes vont participer de manière active et effective et leurs opinions et expériences vont être prises en compte de façon directe tout au long du cycle du projet. Donc, c'est-à-dire que de façon très concrète, les jeunes devront être consultés idéalement dans l'élaboration du projet. Et connecter à ces deux choses-là, la nécessité d'avoir des propositions qui sont, dont le contenu est réactif aux besoins des jeunes. Next, il va. Alors, plus en détail, je ne vais pas lire toute cette slide, je pense que les présentations, elles seront partagées de toute façon, mais simplement, il s'agit ici des différents aspects à prendre en compte tout au long de la rédaction de votre proposition, donc aspects qui sont relatifs à une programmation sensible à l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Donc, le premier aspect, bien entendu, c'est le contexte. Et donc là, il s'agit de veiller à ce que votre proposition soit localisée et basée sur une analyse contextuelle, une analyse de conflits spécifiques et qui prend en compte, encore une fois, les défis relatifs aux jeunes, les besoins des jeunes et également les opportunités que l'implication des jeunes peuvent apporter, donc les contributions positives des jeunes à la paix, par exemple, est-ce qu'elles sont incluses dans l'analyse de conflits? Donc ça, c'est vraiment la première étape dans la rédaction de votre projet. La deuxième étape, donc on parle de processus. Et donc là, il s'agit de vraiment veiller à ce que les jeunes soient inclus, soient impliqués directement, comme je le disais précédemment, dans le lancement, dans la planification, dans la mise en œuvre, mais également dans l'évaluation du projet. Parfois, on a tendance à faire attention surtout à toute la phase de mise en œuvre, qui est effectivement très importante, et il y a parfois une tendance à oublier l'importance d'impliquer les jeunes aussi dans l'aspect monitoring, évaluation, et également le rapportage, le reporting de votre projet. Les jeunes doivent également être impliqués dans cette étape-là. Et enfin, en termes de contenu, donc le contenu de votre proposition, il est important de veiller aussi à ce que les jeunes ne soient pas seulement perçus comme des bénéficiaires, même si ce sont des bénéficiaires directs, ce qui est en effet une bonne chose. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi veiller à ce que les résultats de votre proposition contribuent de façon positive et ont un impact positif sur la vie des jeunes. Donc là, vous avez, pour plus de détails, une série de questions que vous pouvez vous poser quand vous allez rédiger votre proposition et qui vous permettront de veiller à ce que ces critères soient respectés. Next. Voilà, donc ça, c'est un petit résumé de l'approche. Quand on parle de programmation sensible à l'agenda jeunesse, paix et sécurité, en fait, on a cette approche qu'on appelle l'approche à 3 lentilles, c'est-à-dire on va avoir une vue sur le projet avec trois lentilles, 3 lunettes différentes quant à la participation des jeunes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une lentille qui est plus mauvaise que l'autre, mais c'est juste que pour que vous voyez un petit peu la gradation. Donc, par exemple, la première lentille, c'est de considérer les jeunes comme des groupes cibles, des bénéficiaires. Donc là, on travaille avec les jeunes comme bénéficiaires directs ou indirects. La deuxième lentille, c'est de considérer les jeunes comme des collaborateurs directs du projet. C'est-à-dire que là, on s'engage avec les jeunes comme des partenaires du projet. On va co-créer et co-implémenter les différentes activités du projet. Et enfin, la dernière lentille, c'est de considérer les jeunes comme des leaders du projet, de jeunes leaders. Et donc là, de donner les moyens à ces jeunes-là, en fait, aux jeunes bénéficiaires ou aux organisations de jeunesse, d'agir comme leaders et comme agents du changement à l'intérieur de votre projet. Next. Voilà, donc là, on a un petit peu fait le tour de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Peut-être pour plus de détails, je ne l'ai pas mentionné, mais je vous invite à consulter, je vais le rementionner ensuite, mais je vous invite à consulter le manuel de programmation
des Nations Unies sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Je pense qu'on pourra partager ça dans le chat box également. C'est accessible publiquement et c'est une très bonne ressource, je pense, pour plus de détails sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité et la programmation sensible à l'agenda JPS. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et moi, je vais passer un petit peu en revue les conditions et le contenu du thème numéro 1 de cette année sous Youth Promotion Initiative. Donc, le thème 1 s'intitule « Favoriser les processus politiques incluant les jeunes et promouvoir la participation politique des jeunes dans leur diversité ». Next. Alors, pourquoi, tout d'abord, ce thème est une priorité stratégique? Donc là, je vais rapidement passer en revue les différents défis, mais également les opportunités qui nous ont amenés à considérer ce thème comme une priorité stratégique pour vos organisations. Donc, tout d'abord, on sait qu'il y a des principaux défis relatifs à la participation politique des jeunes et à l'inclusion politique des jeunes. Donc, on sait que l'exclusion des jeunes est très ancrée dans les cadres législatifs et politiques, ainsi que les normes, les comportements, les pratiques. On connaît la nécessité d'améliorer la participation politique au-delà du nombre et de la représentation. En fait, il ne s'agit pas seulement d'avoir un certain nombre de jeunes, un quota de jeunes autour de la table, mais on mesure également la participation politique des jeunes par d'autres indicateurs plus qualitatifs. Les obstacles, on connaît aussi les obstacles et les menaces qui sont plutôt d'ordre financier pour la participation effective des jeunes dans les décisions politiques et les structures politiques, et aux obstacles institutionnels, la méfiance des jeunes à l'égard des institutions de gouvernance, des autorités, la fermeture de l'espace civique pour les jeunes, parfois restreint, des structures de pouvoir inégales, des obstacles qui sont parfois liés aux situations plus complexes de conflits dans certains pays ou certaines régions. Et également un défi à ne pas négliger, c'est l'absence de données ou de mécanismes de collecte de données sur la participation politique des jeunes, ce qui a un impact direct sur l'accès à l'information et la disponibilité des informations et des données relatives à la participation des jeunes. Cependant, on sait que la participation des jeunes aux affaires politiques et aux affaires publiques et au processus de prise de décision est un droit. C'est aussi un moyen essentiel de répondre aux besoins des jeunes et de leur communauté. C'est un moyen de renforcer la gouvernance démocratique et de garantir des processus politiques inclusifs. Et enfin, c'est une nécessité pour atteindre les objectifs de développement durable et l'agenda dont je viens de parler juste avant, l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité, la construction inclusive et la consolidation de la paix, et bien sûr s'assurer qu'aucun jeune n'est laissé pour compte. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi il est important de traiter ce thème et pourquoi c'est une priorité stratégique pour nous tous. Next. Alors ici, je vais juste vous lister, alors ce n'est pas exhaustif, mais c'est simplement quelques faits saillants et quelques ressources essentielles qu'on vous encourage à prendre en compte dans le développement de vos projets, vos propositions. Donc notamment des résolutions des Nations Unies, mais également certaines études qui sont également disponibles publiquement et qu'on vous encourage à consulter. Donc la première résolution avec laquelle vous êtes peut-être familière, c'est la résolution communément appelée 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fait de la participation des jeunes un pilier essentiel et demande aux États membres d'étudier les moyens d'accroître la représentation inclusive des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux des institutions et mécanismes locaux, nationaux, régionaux et internationaux de prévention et de règlement des conflits. On a également une étude qui est disponible, qui date de 2018, sur les progrès de la paix manquante. Donc, c'est une étude qui s'appelle Missing Peace, qui est également accessible publiquement. Et cette étude reconnaissait que les jeunes sont des partenaires essentiels qui sont déjà à l'origine de changements sociaux et politiques significatifs. Et elle reconnaît, cette étude également, la nécessité d'investir dans la capacité, l'agence, le leadership des jeunes, s'attaquer aux obstacles structurels qui limitent l'inclusion significative des jeunes aux structures de décision, aux processus de décision, et garantir un environnement favorable à l'ensemble des organisations et activités dirigées par des jeunes ou axées sur les jeunes. Et également, cette étude reconnaissait la nécessité d'établir des partenariats avec des organisations dirigées par les jeunes et axées sur les jeunes en tant que partenaires égaux et essentiels pour la paix.
Ensuite, on a eu d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont suivi et qui ont vraiment renforcé cette idée d'établir des partenariats avec les jeunes, les organisations de jeunesse pour la consolidation de la paix et pour garantir une meilleure participation dans les processus de décision. Donc, notamment, on a la résolution 2419 qui date de 2018 et ensuite la résolution 2535 en 2020 qui a vraiment confirmé l'importance de la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Next. Et maintenant, en termes de rapport du secrétaire général, alors là aussi, ce n'est pas exhaustif, mais on en a listé deux. Alors en 2020, on a un premier rapport du secrétaire général sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui a rappelé que des défis majeurs subsistent, notamment des obstacles structurels limitant la participation des jeunes et leur capacité à influencer les prises de décision. Également les violations des droits fondamentaux, des investissements insuffisants pour faciliter leur inclusion et leur autonomisation. Et donc la nécessité de davantage investir dans la création d'un environnement favorable aux jeunes dans lesquels ils sont considérés et respectés comme des citoyens ayant les mêmes droits, la même voix et la même influence que le reste des citoyens. Et enfin, un dernier rapport du secrétaire général qui date de 2022 qui soulignait que de profonds défis persistent en ce qui concerne la participation significative des jeunes à la prise de décision et que la numérisation accélérée de l'espace civique et des possibilités de participation a offert une chance d'engagement et d'inclusion plus large. Donc là, il s'agit aussi de tout l'aspect de participation et d'activisme digitaux, tout en présentant de nouveaux défis de protection nécessitant une action urgente. Cependant, on sait que la participation des jeunes au processus politique formel reste assez inquiétante et assez faible, notamment, et on en parlera un petit peu plus ensuite, c'est la participation électorale a chuté dans le monde entier et on sait que les jeunes sont trop souvent exclus des processus électoraux et qu'il s'agit d'un aspect important de la participation, quand on parle de participation inclusive des jeunes dans la vie politique et citoyenne. Next. Alors, quelques outils supplémentaires qui peuvent être utiles dans la rédaction de vos propositions. Donc, on a également l'appel à l'action du secrétaire général pour les droits de l'homme en 2020, qui instituait une vision transformatrice des droits de l'homme. Plaçant les droits au cœur du développement durable et de l'agenda 2030, également soulignant, et ça c'est une chose importante, et je pense que Sarah l'a rappelé tout à l'heure, l'importance de la différence entre les sexes, et donc de prendre en compte l'égalité des sexes et l'égalité des droits pour les femmes également. La participation publique et l'espace civique, donc importance de prendre en compte également la participation, l'inclusion des jeunes dans l'espace civique plus largement. Également la considération de l'urgence climatique, les droits des générations futures et les droits de l'homme au cœur de l'action collective et les nouvelles frontières des droits de l'homme. Donc, on vient juste de parler notamment du digital, de l'activisme digital, l'activisme en ligne. Et donc, c'est également un outil de promotion des droits de l'homme. Et enfin, notre programme commun, Our Common Agenda en anglais, donc, qui date de 2021, et qui est également disponible et qui rappelle la nécessité de mieux écouter les jeunes et de travailler avec eux, également en accord avec la stratégie jeunesse avec laquelle vous êtes peut-être familier, qui s'appelle Youth 2030. Et donc, à l'intérieur de cet agenda commun, l'index Jeunes en politique qui est proposé pourrait également être utilisé pour suivre l'ouverture de l'espace politique dans le monde, qui est une demande très claire de la jeune génération. Next. Alors maintenant, plus concrètement, pour revenir au thème qui nous intéresse, donc qui touche à la participation politique des jeunes, ici, on vous donne quelques points d'entrée, ce qu'on appelle des points d'entrée, quelques idées, quelques pistes de programmation dans la rédaction de vos propositions. Donc, il va s'agir, par exemple, de soutenir les efforts visant à élargir l'espace civique des jeunes, notamment en analysant mieux les risques et les menaces pour les jeunes,
en encourageant l'activisme, le militantisme et l'engagement civique des jeunes, ou en modifiant les politiques et les procédures et en garantissant la sécurité, les droits de l'homme et la santé physique et mentale, y compris dans la sphère numérique, on en a déjà parlé. Une autre piste de programmation, c'est de veiller à renforcer, multiplier les efforts pour renforcer la participation politique des jeunes dans les processus formels de participation. Donc, notamment, quand on parle de processus formel, on parle, je pense que ça concerne un certain nombre d'entre vous et un certain nombre de pays, les processus électoraux, mais également les processus de transition politique, ou alors la représentation des jeunes dans les parlements. Donc ça, c'est des structures formelles, ou dans les conseils de jeunes. Une autre piste de programmation, c'est de veiller à faciliter l'accès des jeunes aux fonctions électives, tout en soutenant l'alignement de l'âge d'éligibilité aux fonctions électives à l'âge du droit de vote, et en soutenant les simulations de parlement des jeunes et les programmes d'encadrement des jeunes. Une autre piste, c'est l'observation électorale. Je pense que ça concerne aussi un certain nombre d'entre vous. Donc, fournir des outils, fournir des mécanismes, fournir les capacités nécessaires pour que les jeunes soient directement impliqués dans l'observation des élections. La promotion du dialogue intergénérationnel sur les questions de paix et de sécurité. Donc là, on revient directement sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité dont on a parlé tout à l'heure. Envisager également de soutenir l'adoption de quotas de jeunes et d'autres mesures temporaires spéciales qui permettent donc la participation d'un plus grand nombre. Soutenir à la fois l'intégration de la jeunesse et des efforts particuliers pour aider les jeunes marginalisés à participer à la vie politique. S'attaquer également à la législation discriminatoire, aux structures patriarcales, aux attitudes qui limiteraient la participation politique, plus spécialement des jeunes femmes. Et enfin, soutenir le leadership des jeunes dans la prévention de la violence, y compris la violence électorale. Next. D'autres pistes également, je les passe en revue rapidement pour laisser assez de temps pour les questions et réponses. Alors, on propose également de veiller à accompagner le renforcement et l'ouverture des partis politiques, la tenue de dialogue entre les partis sur les questions liées à la paix et la sécurité, promouvoir l'apprentissage entre pairs et les possibilités de mise en réseau des jeunes et des organisations de jeunesse, soutenir la réglementation du financement politique, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était un des défis qui étaient communément rencontrés, les initiatives de responsabilisation, de lutte contre la corruption menées par les jeunes, le développement et le soutien au développement de plans d'action nationaux ou de feuilles de route nationales ou locales sur la mise en œuvre de l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité, dont on a parlé tout à l'heure. Soutenir la budgétisation sensible à la jeunesse à tous les niveaux, contribuer à la participation des jeunes à la prise de décision dans le cadre des processus de paix lorsqu'il y a des plans formels, des processus de paix formels au niveau des pays. Soutenir l'engagement significatif des jeunes dans les processus délibératifs ou dans les processus de réconciliation, dans les commissions de vérité. Soutenir la participation des jeunes à la construction de la paix tout en favorisant la cohésion sociale dans les communautés. Soutenir également la recherche, la collecte de données. On a dit tout à l'heure que ça pouvait être un défi, l'absence de données ou la disponibilité limitée des données. Donc, soutenir également l'apprentissage pour permettre aux jeunes de collecter ces données eux-mêmes. Et enfin, établir des partenariats avec les médias afin de lutter contre les préjugés, les stéréotypes et d'influencer des récits positifs sur le rôle des jeunes dans la politique. Next. Alors, lorsque vous allez rédiger votre proposition, il s'agira bien entendu aussi de formuler une théorie du changement. Vaste sujet. Donc là encore, ce n'est pas du tout une slide exhaustive. Je vois que Sarah est en train de partager des ressources également dans la chat box. Mais quand on parle de théorie de changement relative à l'inclusion politique des jeunes dans les processus de prise de décision et les structures formelles politiques, on parle en fait de 4 dimensions. Et donc ça, je voulais juste rappeler aussi que c'est des informations qui sont disponibles dans le manuel de programmation des Nations Unies sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Je pense qu'on pourra le partager aussi, le lien dans la chat box pour plus de détails. Mais
brièvement, quand on rédige une théorie du changement relative à l'inclusion des jeunes, on parle de 4 grandes dimensions. Donc, c'est communément ce qu'on appelle les 4 R, la redistribution, la reconnaissance, la représentation et la réconciliation. Quand on parle de redistribution, donc on parle de lutter contre les inégalités, en résumé. Reconnaissance, c'est aussi respecter la diversité, les différences entre les différentes catégories de jeunes. La représentation, c'est d'assurer la participation de tous les jeunes. Et la réconciliation, il s'agit de aussi s'attarder sur les séquelles, les conséquences des conflits. Alors, pour chacune de ces dimensions, il y a des hypothèses, bien entendu, et des effets attendus. Donc, vous les avez ici à l'écran de façon très succincte, mais je vous inviterai vraiment à consulter le manuel de programmation dont on vous a parlé, où vous aurez plus de détails, y compris des exemples concrets sur comment formuler une théorie du changement relative à l'inclusion politique des jeunes. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Next, Ylva. Alors ici, c'est une liste non exhaustive également d'exemples de réponses programmatiques qui ont été soumises et approuvées par le PBF pour les années précédentes et qui étaient relatives à la participation politique des jeunes. Donc, on a l'exemple de la Sierra Leone, améliorer la participation des femmes au processus politique en tant qu'ambassadrices de la consolidation de la paix. Au Libéria, un projet conjoint PNUD et ONU Femmes de promotion de la participation politique inclusive et élimination de la violence contre les femmes en politique. On a également un projet au Kenya, en Gambie ou au Burundi. Donc, on vous invite aussi à vous servir de ces exemples-là pour rédiger vos propositions. Next. Voilà, je pense on va passer rapidement, parce que je vois Sarah qui met sa caméra, ça veut dire que j'ai plus le temps. OK. Donc, d'autres exemples qu'on pourra partager avec vous pour plus de détails. Et je vais passer à la dernière slide. Next. Avant-dernière, en fait. Les principales considérations à prendre en compte lorsque vous allez rédiger votre proposition, donc toujours sur ce thème 1, rapidement, l'inclusion ou la participation n'est pas une question de concurrence. Donc là, c'est vraiment une série de lieux communs qu'on vous invitera à reconsulter quand vous rédigerez votre proposition pour éviter certains stéréotypes, certains raccourcis. Par exemple, les jeunes, donc ça c'est le deuxième bullet point ici, les jeunes ne sont pas un groupe homogène. Donc il est important, quand vous rédigez votre proposition, de toujours veiller à considérer la diversité des jeunes, les jeunes qui viennent d'un milieu rural, d'un milieu urbain, les jeunes femmes, les jeunes hommes. Tous ces jeunes ont des besoins différents, des aspirations différentes qu'il s'agit de prendre en compte. Je passe rapidement. Important aussi de favoriser la participation politique des jeunes à tous les niveaux, donc pas seulement au niveau national, mais également au niveau local. Il y a différents points d'entrée en la matière. Et enfin, il ne suffit pas de sensibiliser et de former les jeunes dans des institutions ou des programmes fictifs, bien que les connaissances et l'expérience sont précieuses. La participation politique des jeunes ne peut se concrétiser que si les jeunes sont réellement amenés à participer eux-mêmes. En fait, il ne suffit pas de leur donner les capacités, les compétences et les connaissances. Il faut aussi que l'environnement soit favorable pour leur participation et pour utiliser ces connaissances-là. Next. Voilà, donc là, je vais pas, je pense que ce sera partagé avec vous. Donc, c'est une série de ressources et de références qui sont accessibles publiquement de différentes entités des Nations Unies, entre autres, et de différentes structures, y compris de la société civile, il me semble, et qui, nous pensons, peuvent vous être utiles dans la rédaction de vos propositions, puisqu'elles touchent de près ou de loin à la participation politique des jeunes, et donc peuvent vous donner quelques clés et quelques points d'entrée programmatiques. On en a passé quelques-uns en revue, mais vous pouvez avoir d'autres ressources dans ces documents-là. Il y a 2 pages. So next, Ylva, but I will stop here. Je m'arrête ici. Ici, ce sont aussi des plateformes web disponibles que vous pourrez consulter. Il y a tout un tas de ressources que moi-même, je consulte régulièrement, donc je vous encourage à faire de même. Et bonne chance pour la rédaction de vos propositions. Merci. Back to you, Sarah. Merci.
Merci Pauline. Et oui, bien évidemment, bonne chance. Nous allons passer à la deuxième thématique, juste pour préciser que effectivement, les organisations qui postulent peuvent aussi proposer des initiatives qui mélangent un peu les deux thématiques, la participation politique et l'espace civique. Cela sera accepté. Sinon, voilà, si vous avez un focus spécifique, il y a vraiment beaucoup de ressources et des documents qui sont fournis dans cette présentation, mais aussi dans un lien que je viens de mettre dans le chat et qui va vous amener directement à l'appel. Je passe la parole à Daria. Merci encore. Merci beaucoup, Sarah. Donc, je m'appelle Daria Kocheleva, je travaille au Haut-Commissariat des droits de l'homme à Genève et je travaille avec les droits des jeunes. Et du coup, je vais aborder l'aspect, la thématique numéro 2 sur la jeunesse et l'espace civique. Next, Ylva. Alors, on va juste commencer. Déjà, je veux préciser qu'il y aura peut-être plusieurs aspects qui vont chevaucher avec ce que Pauline a dit, parce qu'en fait, les thématiques sur la participation politique et sur l'espace civique sont assez entreliées. Et donc, qu'est-ce que c'est l'espace civique? L'espace civique, c'est l'environnement qui permet aux individus et aux groupes ou les acteurs des espaces civiques de participer de manière significative, en ligne et hors ligne, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de leur société. Déjà, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de catégories des acteurs de la société civile, y compris les défenseurs des droits de l'homme, les enfants, les jeunes, les membres des minorités, etc. Et tous ces acteurs, ils doivent pouvoir s'exprimer librement et en toute sécurité et provoquer les changements de manière pacifique et efficace. Et un espace civique dynamique doit être un environnement ouvert, sûr et sécurisé, libre d'actes d'intimidation, de harcèlement et de représailles en ligne et hors ligne. Et toute restriction qui est imposée dans cet espace civique doit être conforme au droit international des droits de l'homme. Et vous pouvez voir ici en bas de page, il y a la note d'orientation de l'ONU sur la protection et la promotion de l'espace civique et vous pouvez les consulter. Malheureusement, c'est juste disponible en anglais. Après, dans cette note aussi, on parle des 3 principaux piliers de l'espace civique qui sont la promotion, protection et participation. Et du coup, la participation, ça veut dire qu'il faut garantir participation égale et inclusive de la société civile au travail des Nations Unies et aussi au processus de la prise de décision aux différents niveaux. Et il faut garantir aussi l'accès à l'information. Après, quand on parle de promotion, ça veut dire promouvoir l'espace civique ouvert, inclusif et sécurisé. Et protection, ça veut dire protéger les acteurs de la société civile en danger contre les attaques en ligne et hors ligne. Et ces 3 piliers sont des éléments interdépendants et ils se renforcent mutuellement pour un espace civique libre, sécurisé et favorable. Next, Ylva. Merci. Et du coup, je vais très brièvement parler de la définition de la jeunesse. En fait, il n'y a pas de définition précise de cette catégorie parce que quand on parle de la jeunesse, des jeunes, on ne parle pas spécialement de l'âge, mais on parle de ces moments, de ces périodes de transition entre la dépendance de l'enfance et l'indépendance de l'âge adulte. Et donc, c'est la catégorie la plus fluide qu'on peut voir. Du coup, même dans les Nations Unies, dans le système, il n'y a pas de définition très précise. Et quand vous allez rédiger vos projets, vous devez prendre en compte que pour vous, la définition de la jeunesse et l'âge que vous allez établir, ça va dépendre des contextes national ou régional où vous travaillez. Donc, vous devez juste prendre en compte ça et ce n'est pas nécessaire de définir par rapport à la définition de certaines agences. Next, Ylva. Et en fait, on doit comprendre pourquoi on aborde cette thématique de jeunesse
dans l'espace civique. C'est parce que, comme avec les participations dans les prises de décision, il y a certains obstacles, il y a certains problèmes que les jeunesses rencontrent quand ils travaillent dans l'espace civique. Et ici, on peut voir les résultats de recherche menés par le Conseil d'Europe qui sont dans leur rapport. Vous pouvez voir les liens en bas de page. C'est le rapport qui s'appelle le rétrécissement de l'espace de la société civile, l'impact sur les jeunes et leur organisation. Vous pouvez les consulter en anglais. Et du coup, on peut voir plusieurs résultats. Par exemple, les rapports disent que 1 sur 5 organisations de jeunes a subi une ingérence gouvernementale dans le fonctionnement de leur organisation. 1 sur 4 signale des restrictions excessives. Après, 3 sur 4 organisations participent rarement ou jamais à la formulation de solutions à niveau local. 2 sur 5 ont des difficultés à s'exprimer par les craintes de représailles et 1 sur 3 éprouvent des difficultés à accéder aux informations du gouvernement. Next, Sylvain. Et en fait, quand on voit tous ces problèmes, les résultats de ces recherches, on comprend qu'il y a plusieurs obstacles pour les jeunes dans l'espace civique. Et ici, on peut voir les catégories de ces obstacles. On peut les grouper dans cette manière. Déjà, il y a une non-reconnaissance des jeunes en tant que détenteurs de droits compétents et discrimination par l'âge. Ça veut dire que les jeunes souvent sont considérés comme des enfants, qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour s'exprimer sur leurs droits et pour prendre les décisions. Après, il y a aussi le manque d'automatisation de leur travail et peu de connaissances sur la protection. C'est un problème que, en fait, les jeunes, parfois, ils ne savent pas quels risques ils vont rencontrer dans leur travail et comment se protéger contre ces risques. Il y a aussi la persécution et la criminalisation. Par exemple, quand les jeunes qui peuvent publier quelque chose sur les réseaux sociaux et après, ils peuvent être criminalisés pour ça par certains États. C'est une situation qui est malheureusement très répandue en ce moment. Il y a aussi le manque de sensibilisation d'autres acteurs aux vulnérabilités et besoins et risques des jeunes. Et là, on parle des partenaires, des organisations de jeunesse ou des Nations Unies aussi, des États, et tous les acteurs qui travaillent avec les jeunesses. Ils doivent savoir quels risques prennent les jeunes quand ils travaillent. Et donc, il faut les sensibiliser à ça. Après, il y a aussi le manque d'accès au financement et aux ressources de soutien. Et ça, c'est lié aussi au fait que, par exemple, les bailleurs de fonds, quand ils ont l'organisation des jeunes qui demandent des fonds, ils veulent dire que, en fait, ils n'ont pas assez d'expérience, ils n'ont pas assez professionnels, et donc ils vont préférer une organisation qui a plus d'expérience et qui probablement sera l'organisation des adultes. Après, il y a aussi le problème de surdigitalisation, qui est un problème aussi pour les adultes, mais spécialement relevant pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de processus dans l'espace civique qui se passent en ligne maintenant, y compris pour accéder aux fonds. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans les milieux ruraux, par exemple, rural, qui ne peuvent pas accéder aux technologies ou ils ne savent pas comment le faire. Et finalement, il y a aussi le problème des cyber-intimidations, les attaques en ligne, menaces sur les médias sociaux. Et c'est aussi un problème qui est lié à le manque de connaissances sur la protection, bien sûr. Next, Sylvain. Après, ça, c'est juste pour rappeler à nous tous qu'en fait, les droits des jeunes, ce sont les droits humains. Et donc, quand on travaille sur la protection ou la promotion des droits de jeunesse, ce ne sont pas les droits différents, ce n'est pas les droits indépendants, c'est les mêmes droits humains. Et les jeunes, ils peuvent aussi être les défenseurs
des droits humains et les acteurs de la société civile. On peut voir ici sur les listes des acteurs de la société civile, et bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez voir que, par exemple, les associations professionnelles, les clubs récréatifs, sociaux, sportifs, les organisations caritatives ou des bénévoles ou institutions académiques peuvent tous être les acteurs de la société civile et ils peuvent également participer dans la défense et la promotion des droits humains. Et bien sûr, très souvent aussi, ces organisations sont gérées par les jeunes. Next, Ilva. Ça, c'est juste pour rappeler que l'article numéro 1 de Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme garantit que chacun, y compris tous ces acteurs, peuvent participer dans la promotion des droits humains. Next, Ilva. Finalement, on va parler aussi qui a un rôle de protection des jeunes dans l'espace civique. Et en fait, tous ces acteurs, les États, les acteurs de la société civile, les bailleurs de fonds, les Nations Unies et aussi les jeunes eux-mêmes qui jouent un rôle dans leur protection. Et après, ici, on peut voir ce qu'on peut faire pour renforcer les protections des jeunes dans l'exercice de leurs droits dans l'espace civique. Et en fait, peut-être ça peut vous donner aussi des idées pour vos projets dans cette thématique. Par exemple, on peut renforcer les connaissances des jeunes en sécurité numérique. Donc, on peut organiser les ateliers, les formations qui peuvent les aider à participer dans l'espace civique en ligne. On peut aussi les former et renforcer leurs capacités en matière de protection. Et ça concerne les protections aussi numérique, donc dans l'espace, dans l'Internet, mais aussi les protections des sécurités physiques. Donc, ça peut aussi prendre les formes des workshops, des ateliers, etc. On peut aussi renforcer les mécanismes de suivi et de rapportage. C'est important, par exemple, dans le contexte national, pour comprendre comment les organisations de jeunes fonctionnent et quels obstacles ils rencontrent dans leur travail. Et comme ça, on peut avoir l'information qui sera utile pour aussi après développer les stratégies pour éliminer ces obstacles. On peut aussi établir les réseaux de protection et former des alliances des jeunes. C'est un aspect très important. Par exemple, s'il y a un jeune qui est arrêté lors d'une manifestation et il ou elle ne savent pas quoi faire, cette personne peut appeler son réseau de protection ou son alliance pour obtenir l'information de comment procéder. Après, il y a aussi la sensibilisation d'État, les publics. Comme ça, on peut promouvoir les récits positifs et montrer l'histoire de comment les jeunes ont contribué dans la société pour aussi éliminer les pratiques discriminatoires. Et tout ça, ça va nous permettre d'assurer ou essayer d'assurer que l'espace civique soit inclusif et non discriminatoire. Next, on y va. Et du coup, il y a aussi vous avez ici le diapositive avec plusieurs exemples de projets. Je ne vais pas rentrer en détail parce que de toute façon, nous n'avons pas de temps, mais vous allez avoir ces slides-là, donc vous pouvez accéder à ces liens et regarder quel type de projets ont été réalisés dans cette thématique. Et les prochains slides. Et voilà, ici aussi, vous avez une liste des ressources que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Merci beaucoup et je passe les paroles à Sarah. Merci. Merci Daria, excellent. Et je pense qu'on est vraiment à l'heure, ce qui est incroyable. Je pense que je voulais aussi souligner un des aspects entre les différents critères, un peu des succès dans le passé, c'est vraiment aussi les rôles de la jeunesse dans les initiatives. Et Daria l'a mentionné, mais Pauline aussi, la centralité vraiment de groupes des jeunes, des différents groupes des jeunes
dans la définition aussi de votre projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous regardons très attentivement lors de l'analyse des notes conceptuelles. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges, des consultations avec des groupes, des représentants de la jeunesse, ou bien peut-être votre organisation elle-même, elle est représentante d'un groupe spécifique de la jeunesse. Est-ce que ces groupes seront dans les leads, dans la définition des activités, des priorités, dans les monitoring et les suivis, ou bien ils vont juste être des participants passifs, ce qui parfois est le cas. Une autre chose qui nous allons vraiment analyser, c'est sur laquelle nous allons se focaliser, c'est aussi votre analyse. Daria a mentionné quelques indicateurs de la situation de l'espace civique dans le monde. Bien évidemment, si vous avez accès à ce type d'informations pour les contextes au niveau local et au niveau national dans votre pays, c'est une très bonne référence qui vraiment justifie vos initiatives sur la base des analyses, des faits, des données qui nous aident à comprendre la situation et pourquoi l'urgence à s'investir dans ça. Vous avez beaucoup de ressources dans ceci et je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations et c'est peut-être maintenant le moment d'ouvrir pour des questions. Vous pouvez lever votre main, prendre la parole. Si vous avez une question spécifique pour moi, Pauline ou Daria, vous pouvez les mentionner. Sinon, on va essayer entre les trois à vous donner une réponse. Alors, je vois déjà une question de la part, et j'espère que je vais bien prononcer vos noms. Sinon, merci de me corriger. Monsieur Abdul Mounir ou Madame? Monsieur Abdul Mounir, bonjour à tous. Monsieur, bonjour. Je suis le secrétaire général de l'association Noyau dur pour la promotion de la justice transitionnelle au Mali. Et nous, on aimerait postuler, mais on a un problème. C'est que notre organisation n'a pas bénéficié d'évaluation pour pouvoir postuler. Donc ça, c'est la première question. Donc, comment faire pour bénéficier de cette évaluation d'ici le 9 juin, parce que c'est la date limite pour postuler. Okay. Donc, on a la possibilité de bénéficier d'une évaluation. La deuxième question, est-ce que deux organisations de la société civile peuvent postuler ensemble sous forme de consortium? Bien noté. Merci beaucoup. Je prendrai peut-être d'autres questions avant de revenir vers vous. Je pense que la deuxième personne, c'est Martine Mbambi. Martine Mbambi. OK, si vous n'arrivez pas à prendre la parole pour l'instant, on passe à Joseph Potopoto. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà. J'ai vu qu'il y a deux thèmes à favoriser la participation des jeunes. Il y a aussi l'espace civique. J'aimerais savoir si les deux thèmes peuvent faire l'objet d'un même projet ou c'est différent. Est-ce qu'on peut avoir... Oui, la réponse est oui. Ils peuvent faire objet du même projet. Du même projet, hein? Oui. Merci. Je vous en prie. Nous avons maintenant Résidor Gerlin. OK. En attendant que Martine et Gerline arrivent à prendre la parole et faites-nous signe si vous avez un problème avec vos micros. Je pense que voilà, la question... Oui, allô, bonjour. Oui, Oui, bonjour. allô, je suis là. OK, super. Oui, je suis là. Allô? Oui, vous pouvez poser votre question. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis Gerline Résidor, la directrice exécutive de l'Organisation de défense des droits humains en général, droits des femmes en particulier, CRIFAM Haïti, CRIFA. Donc, nous sommes une organisation locale. Donc, nous n'avons pas pu bénéficier de l'évaluation. Donc, nous aimerions être évalués pour pouvoir postuler à cet appel à proposition. Première question, est-ce que les organisations locales peuvent postuler? Sinon, est-ce que vous pouvez nous permettre de rejoindre une organisation internationale ou une agence pour pouvoir faire partie d'un consortium pour pouvoir postuler à cet appel? Deuxième question, est-ce que si c'est possible pour l'organisation CRIFA, si c'est possible pour nous de postuler, est-ce que si nous sollicitons l'appui de coach, est-ce que ce sera possible de bénéficier de cet appui et afin de nous accompagner dans l'élaboration du projet? Merci, Gerline. Je peux vous demander, vous êtes dans quel pays? Ok, peut-être on a perdu Gerline. Martine, vous arrivez à... Oui, Gerline? Allô? Oui, allô? Oui, Gerline, vous êtes dans quel pays? Pardon? Vous êtes dans quel pays? Haïti. Ok, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer un coach qui est en Haïti afin de nous accompagner dans l'élaboration du projet? Ok, merci beaucoup, c'est bien compris. Je vais répondre à ces questions. On a la même question qui a été posée dans le chat auparavant, et donc j'imagine que plusieurs d'autres ont la même question. Votre organisation n'a pas une micro-évaluation. Et bon, d'ici le 9 juin, ça ne sera pas possible de l'obtenir, mais cela ne vous empêche pas de postuler. Mais ce que vous devez faire proactivement, c'est de prendre contact avec les secrétariats PBF dans les pays là où vous êtes actif. Au Mali, nous avons une personne. En Haïti, nous avons une personne. Et de leur demander un appui pour commencer ce processus d'évaluation qui prend environ 4-6 semaines. Ce qui est important, c'est que le résultat de cette évaluation sera connu d'ici la fin du processus GYPI entre septembre et novembre. Mais bien évidemment, cela signifie que même si votre note conceptuelle sera acceptée et vous allez développer un document de projet, si le résultat de l'évaluation, micro-évaluation, ne sera pas satisfaisante, vous ne pourrez pas accéder au fonds à la fin. Donc, c'est ça la seule incertitude. Vous pouvez avancer entre-temps en indiquant que le processus est en cours, mais si le processus n'est pas finalisé d'ici la fin de l'année et n'est pas positif, vous ne pourrez pas accéder au fonds. Mais ce qui est positif, c'est que vous allez recevoir des recommandations de la part des auditeurs pour renforcer certains aspects de votre organisation pour laquelle peut-être dans le futur, vous serez en mesure de postuler. Donc, prenez contact avec les secrétariats du Fonds de consolidation de la paix qui est dans le bureau du coordinateur résident des Nations Unies au Mali, à Bamako, en Haïti, au Port-au-Prince. C'est aussi nos collègues qui peuvent vous donner un appui pour la formulation des documents de projet. Nous ne pouvons pas mettre des ressources pour des coachs individuels aux différentes agences et organisations, mais nos collègues dans les secrétariats sont disponibles pour appuyer. Ça fait partie de notre travail quotidien et ils pourront vous donner, dans la mesure du possible, des orientations sur la formulation des projets.
deux organisations de la société civile ne peuvent pas postuler ensemble en tant que bénéficiaires directs. Il s'agit seulement d'une organisation de la société civile qui peut postuler directement. Vous pouvez prévoir la deuxième ou troisième organisation de la société civile en tant qu'un de vos partenaires. Donc, ça sera les contrats, l'accord, ça ne sera qu'entre les fonds de consolidation de la paix et une organisation de la société civile. Comme je disais, les deux thèmes peuvent être mis ensemble dans vos projets sur la base de votre analyse, sur la base de votre proposition innovante. Et la dernière question, est-ce que les organisations de la société civile locale peuvent postuler? Oui, si elles respectent les critères d'éligibilité, donc la registration, l'évaluation acte, etc. Et après, ça dépend bien évidemment de la proposition qui est faite. Donc, la compétition est très forte. Hein. L'année dernière, je pense qu'on n'a pas mentionné cela, on a reçu plus que 400 notes conceptuelles. 400 notes conceptuelles. Nous avons approuvé environ 25 projets. Donc, préparez-vous pour une compétition très forte. Et voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Je pense qu'on a d'autres mains à lever. Gabriel, Yakeni et Véronica. Gabriel, oui. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de mes préoccupations sont prises en compte, mais je voulais juste une précision d'avance parce que, comme on a dit que les deux thématiques peuvent être abordées dans un même projet, et il est indiqué dans le Caneva de dire la thématique identifiée. Donc, je voudrais savoir, est-ce que à ce niveau, il faut prendre les deux thématiques et coller, mettre dans la partie, ou bien il faut choisir une thématique? Et voilà, je voulais vraiment cette précision à ce niveau lorsqu'on veut aborder les deux thématiques dans un même projet. Oui, vous allez indiquer qu'il s'agit de deux thématiques ensemble. Vous n'allez pas choisir. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok, super, merci Gabriel. Nous avons José Mokbondo. Bonjour, bon après-midi Sarah. Bonjour. Alors là, j'appelle à partir de la RDC. Je suis dans la ville de Goma. Alors, je suis de ONI Habitat, le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Alors, nous avons cheminé avec les groupes de jeunes d'une ville secondaire, Beni, dans les Nord Kivu, si vous avez une idée, à Beni. Alors, les jeunes qui sont organisés dans ce qu'ils appellent les conseils de la jeunesse, les conseils urbains de la jeunesse. Mais déjà, avant cette initiative que vous venez de lancer là, voilà, la jeunesse nous a rapprochés, nous, ONI Habitat, avec un projet qu'ils ont développé à leur manière, à leur façon, bien entendu avec des insuffisances, mais ils ont voulu qu'on puisse, nous, comme agence, porter ces projets. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour que nous puissions, avec ces conseils de la jeunesse, soumissionner? Mais l'idée derrière ça, je ne voudrais pas tout de suite déballer, mais l'idée, c'est voilà, partir d'une maison de la jeunesse pour promouvoir tout ce qui est question de la participation politique, participation civique, promotion pour la participation civique, mais tout ce qui est promotion pour les dialogues, la gestion des conflits au niveau urbain, mais aussi tout ce qui est voilà, de mesures correctives, préventives
des conflits, puis de banditisme urbain. Je ne sais pas, tout de suite, on n'a pas encore bien peaufiné, mais je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour que nous puissions aller avec ces conseils de la jeunesse, qui est une composante de la société civile dans cette ville de Beni. Merci beaucoup, Madame Sarah. Merci beaucoup, José Mokbondo, et merci de participer depuis Goma. C'est magnifique d'avoir des collègues un peu connectés de vraiment beaucoup différents pays dans le monde. Si je comprends bien, vous avez peut-être une idée pour une initiative de promotion de la jeunesse qui vous êtes en train de discuter avec les conseils urbains de la jeunesse de Beni. Alors, la première question, en tant qu'agence des Nations Unies, vous pouvez bien évidemment postuler ensemble avec une organisation de la société civile, mais vous devez faire attention à un des critères, c'est à deux critères. Le premier, c'est-à-dire que nous acceptons un maximum de 2 initiatives de promotion de la jeunesse pour les systèmes des Nations Unies en RDC. Donc, prenez contact avec notre secrétariat qui, je pense, Alessia est dans le bureau du DSRSG, de la MONUSCO et de UNCT à Kinshasa. Si vous n'avez pas les contacts, vous pouvez nous écrire, on va vous mettre un processus de sélection qui s'est fait au niveau national pour assurer que il n'y a pas 10 agences des Nations Unies qui vont postuler. Ce sera seulement 2 initiatives des Nations Unies pour la jeunesse qui vont se faire. Donc, ça, c'est la première chose que je vous demande. La deuxième chose, les conseils urbains de la jeunesse peut bien évidemment être un partenaire si répond aux critères qu'on a mentionnés. Est-ce que j'imagine, ils sont bien évidemment enregistrés. Je ne sais pas avec quel type de domaine, si en tant qu'organisation de la société civile ou d'autres, est-ce qu'ils ont reçu une micro-évaluation? Est-ce qu'ils pourront fournir une attestation, une référence d'un bailleur pour un travail satisfaisant dans les derniers 3 ans? Si cela n'est pas encore le cas, vous pouvez, comme je disais, prendre contact avec nos collègues à Kinshasa et voir s'il est possible de faire cette micro-évaluation dans les prochains mois. Donc, voilà, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Il y a 2-3 questions. Les idées, vous êtes en train de les peaufiner, c'est bien, vous avez encore un peu de temps pour vraiment identifier le focus et la thématique. Mais il y a une compétition qui est faite au niveau national et est-ce que les conseils urbains de la jeunesse répondent aux critères d'éligibilité? Si le Conseil urbain de la jeunesse ne répond pas aux critères en ce moment pour cette année, mais l'initiative est présélectionnée à Kinshasa en tant qu'une très bonne initiative, vous pouvez peut-être prévoir qu'il soit un partenaire de UN Habitat, ONU Habitat, et pas un récipiendaire direct. Mais bien évidemment, ça serait exceptionnel s'il pouvait être un partenaire direct du fonds. J'espère avoir répondu à vos questions. Nous avons encore 1 minute avant la clôture de ces webinaires. Je pense qu'on a Sangue Antoine. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, ok, merci. J'aimerais juste, moi c'est UNESCO au Burkina Faso. Donc, nous avons déjà écrit une proposition que nous avons soumise. Donc, j'aimerais juste me rassurer par rapport à ce que vous venez de dire pour l'OSC, qu'il faut qu'il ait déjà travaillé avec un donateur au cours des 3 dernières années. C'est bien cela, si j'ai bien compris? Parce que nous avons 2 agences Nations Unies et puis une OSC. Nous avons postulé comme ça. Donc, il faut que l'OSC ait... Oui, allez-y. Cette organisation, en fait, et bonjour, cette organisation devra présenter une référence
et répondre aux différents critères. Je vais entre-temps peut-être vérifier avec ma collègue Ilva si c'est le cas aussi pour les initiatives conjointes, mais ma réponse, ça serait oui en ce moment. Laissez-moi juste vérifier entre-temps. On regarde, oui. Je pense qu'on avait d'autres questions, mais je vois que les mains ont disparu. Stanley? Non, Donc, on n'a pas... Poto Joseph, une autre question, et Martine. oui, en fait, c'est pas à proprement parler une question, c'est pour répondre au collègue qui a parlé depuis Béni et lui dire qu'ici à Kinshasa, les discussions sont très avancées entre les agences des Nations Unies. La zone d'intervention pour le UPI, c'est le Kasaï. Donc, je ne pense pas qu'on pourra encore revenir dans la partie est de la RDC. OK, cela est bien compris. Donc, moi, je vous encourage toujours à prendre contact avec Kinshasa. Peut-être les trains est en cours, peut-être il y a d'autres discussions, peut-être il y a d'autres opportunités. Nous avons l'appel initiative de promotion de la jeunesse. Il y a aussi d'autres mécanismes de financement et c'est cette initiative dans les priorités pour les pays, pourquoi pas. Je vous encourage toujours à prendre contact avec les collègues à Kinshasa. Nous avons maintenant d'autres questions, je pense. Martin Stanley et Carlos. Et après, nous allons devoir clôturer, malheureusement. Merci. Oui, bonsoir. Stanley Augustin de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne en Haïti. Je vais avancer rapidement. J'ai 3 questions. Est-ce que d'abord, vous aurez à choisir plusieurs projets par pays au final? Donc, vous avez mentionné récemment, lors du dernier appel, vous avez eu 400 demandes de projets, vous avez sélectionné 25. Est-ce que, je prends le cas d'Haïti, est-ce qu'au final, on pourrait avoir plusieurs projets sélectionnés en Haïti? La deuxième question, est-ce qu'un ancien récipiendaire peut postuler à nouveau et devenir un nouveau bénéficiaire pour cet appel, un ancien récipiendaire pour les derniers appels à projets lancés par YPI et GPI? Et la dernière question, est-ce qu'on peut avoir des initiatives déjà entamées dans la note conceptuelle? Une organisation a déjà entamé des initiatives avec d'autres partenaires, les initiatives ont pris fin et cette organisation a décidé de donner un suivi par rapport à ces initiatives, des activités déjà réalisées en 2022-2021 dans le cadre de ce nouveau appel à projet. C'était ça mes 3 questions. Merci Okay, beaucoup, super. Sarah. Merci beaucoup, Stanley. Bonjour à vous. Alors, première, je réponds à la question du collègue du Burkina Faso. Donc, l'organisation de la société civile, même dans les partenariats avec l'ONU, doit présenter une référence. Donc, ça, c'est confirmé par Ilva. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne la compétition entre les pays, ce n'est pas nécessairement dit que nous allons approuver un projet dans chaque pays. La compétition est au niveau global. Donc, ça dépend sur la qualité de vos initiatives, le type de partenariat, l'innovation, les caractères innovants, etc. Il peut y avoir que dans un pays, on peut approuver 3 initiatives et dans un autre pays, on approuve 0 initiative. Donc, vous allez être en compétition tous ensemble entre Haïti, Burkina Faso, RDC. Ce n'est pas assuré, mais ça signifie que voilà, s'il y a des bonnes propositions, nous sommes ouverts à en accepter 2 ou 3 dans le même pays. La deuxième question, la continuation des activités. Ça, c'est la troisième question. Je me souviens plus c'était laquelle la deuxième. La troisième question, la continuation des activités. Oui et non, dans le sens que, quelle est la justification que vous allez fournir? Quel est le caractère innovant d'une continuation, tout simplement? Et donc, ça serait un peu à justifier. L'initiative de promotion de la jeunesse est plutôt pour vous permettre de lancer des nouvelles initiatives innovantes, pas le travail un peu régulier
qui vous faites à travers vos fonds propres, etc. Donc voilà, ça serait un peu ma question. Quelle est la justification pour juste continuer des activités que vous déjà faites de façon régulière? Quel est l'aspect innovant? Justifiez ça très bien dans votre proposition et pourquoi pas. Je me souviens plus quelle était l'autre question, mais je pense que maintenant, nous devons malheureusement clôturer l'appel. Vous pouvez peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Sinon, Pauline, Daria, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, quelques mots d'encouragement, quelques clarifications, éclaircissements? C'est bon, Sarah. Juste un mot d'encouragement, en effet, à tout le monde. Bonne chance pour la rédaction des propositions et nous, on reste disponible pour vous appuyer autant que possible dans cet exercice. Bonne chance à tous. De ma part, Désolé, la j'ai même une chose. question rapide. C'est par rapport à l'application, ça sera disponible quand? L'application pour postuler. Ilva, when will the link be available online? It will open later this month. So Okay, about Daria. 2 weeks before the deadline. OK, merci. 2 semaines avant la deadline. Donc, d'ici la fin de mai. Désolée, Daria, je ne sais pas si tu voulais Non, oui, ajouter un mot. je voulais juste dire que je vous encourage aussi bien sûr postuler et aussi juste pour dire s'il y a des questions sur l'espace civique et jeunesse, vous pouvez toujours vous adresser à notre bureau. Nous avons une unité sur l'espace civique qui sera contente de répondre à vos questions. Merci. OK, excellent. Je vous remercie. Désolée, j'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos questions. Pour le reste, prenez connaissance de ressources et de documents que nous avons partagés. Si encore il y a des questions, vous avez des collègues au niveau de la capitale dans chaque pays qui peuvent aider. Nous pouvons vous mettre en contact si vous n'êtes pas à connaissance. Sinon, prenez contact aussi avec nous. J'ai partagé dans le chat notre adresse générale. Bonne chance à vous tous. Nous attendons et nous espérons de retrouver vraiment de belles notes conceptuelles fortes, innovantes et qui pourront vraiment promouvoir l'agenda jeunesse, paix et sécurité dans vos pays respectifs. Merci beaucoup.